Il devient presque impossible d'arriver à se loger dans les grandes villes de France. Pour beaucoup de gens, ça devient un rêve impossible et ils sont envoyés en première ou en deuxième couronne de ces grandes villes. Pourquoi? Parce que ce n'est plus intéressant pour les propriétaires de louer. En général, avec l'ensemble des problèmes qui sont liés à l'écologie, comme le DPE, avec une surtaxation, une taxation gigantesque de tout ce qui est location de longue durée, au bout d'un moment, on a fini par avoir des propriétaires qui en avaient ras-le-bol et qui ne louent plus rien. Les logements sont vacants. Eh bien, rassurez-vous, bonnes gens, bientôt ce problème n'existera plus. Bientôt, vous pourrez enfin trouver facilement un appartement à Paris. En fait, l'État a trouvé la solution. On pouvait compter sur le gouvernement, notre super gouvernement, pour trouver la solution. Et il a trouvé la solution. Une taxe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, ça y est, on a trouvé la solution. Une solution relativement rare en France, une solution à laquelle personne n'a jamais pensé dans ce beau pays, une taxe. Voilà, on va résoudre les problèmes de la France et les problèmes de l'immobilier grâce à une taxe. Il n'y a que ça qui marche en France. C'est incroyable. C'est même je pense, je pense que en fait, ceux qui nous gouvernent ont une pathologie maintenant, un problème mental. C'est-à-dire que il y a un problème, quel que soit le problème, quel que soit le problème, ils ont la solution, une taxe. Ah, tout le temps, quoi qu'il arrive, toujours, quoi qu'il arrive, la seule solution qu'ils trouvent, c'est une taxe. Bon, on va regarder ça ensemble parce que moi j'ai trouvé ça merveilleux. Et alors vous allez voir en plus certains journalistes qui trouvent ça bien. Ah oui, une taxe on n'a jamais essayé. Oh oui, une taxe on n'a jamais essayé. Il faut absolument faire une taxe. C'est incroyable, incroyable quand on est arrivé dans un monde pavlovien où tout le monde croit que c'est par la taxe qu'on va réussir à sauver le monde. Nous sommes dans un monde de fous. En France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. C'est vraiment ça. Alors, je vais vous montrer tout ça parce que ça devient beau. Donc, étape numéro un, c'est Dividend King qui a mis ce tweet. Étape numéro un, surfiscaliser l'immobilier locatif de longue durée, encadrer les loyers, imposer des PE absurdes, réguler massivement les locations Airbnb, surprotéger les locataires sans jamais se préoccuper des propriétaires. Et c'est vraiment, je vous avais décrit, hein, quand il parle de surfiscaliser l'immobilier locatif longue durée. Mais il faut toujours rapporter ça à vous. C'est-à-dire que vous, si on vous fiscalise énormément quelque chose, vous n'avez pas envie de le faire. Vous voyez, si votre livret A, demain, on vous dit qu'on va mettre 30% d'impôt dessus, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont arrêter le livret A et qui vont aller chercher autre chose. C'est la même chose sur l'immobilier. Encadrer les loyers. Combien de fois j'ai dit sur cette chaîne que l'encadrement des loyers, c'est le plus sûr moyen de détruire un centre-ville après un bombardement nucléaire. La phrase n'est pas de moi, elle est de l'économiste qui est en charge de mettre en place les Nobel d'économie. Et c'est une phrase sur laquelle 80 ou 90%, je ne sais plus, des économistes sont d'accord, selon l'université de Harvard qui avait fait un sondage là-dessus. Le point, les économistes ne sont pas d'accord entre eux sur beaucoup, beaucoup de sujets. Le premier sujet sur lequel ils sont d'accord, c'est-à-dire le sujet sur lequel ils sont le plus d'accord, c'est que l'encadrement des prix entraîne la pénurie. Voilà, ils sont quasiment tous d'accord là-dessus. Bon, sur les loyers, voilà, c'est l'encadrement des loyers, ça entraîne fatalement une pénurie de logements. J'ai fait des vidéos là-dessus, je vous ai parlé de l'Irlande, je vous ai parlé de Stockholm, je vous ai parlé de Paris de 1914 à 1948, et parce que on a déjà testé à Paris entre 1914 et 1948, et je vous avais dit, ça sera la même chose à Paris et dans les grandes villes qui le feront actuellement. Et effectivement, actuellement, vous ne trouvez plus de logement. Voilà. Mais c'est simple, c'est évident, c'est quelque chose de tellement connu en économie qu'on ne devrait même plus en parler. Mais on a toujours des gens un peu délirants, donc à notre tête, des gens qui se croient plus intelligents que leurs prédécesseurs. C'est un peu ça. C'est ouais, Stockholm, c'est rien que des crétins scandinaves. L'Irlande, ouais, c'est des droits tardés. Ce qu'ils ont fait en Paris entre 1914 et 48, oh, j'arriverais à faire mieux à l'époque. Le maire, c'était un imbécile. Moi, je suis un génie.
C'était pas un maire, je crois que c'était un préfet. C'était un imbécile, moi je suis une génie. Tous les exemples mondiaux me montrent que c'est une connerie. Ouais, mais je suis le meilleur du monde, donc je vais le faire chez moi et vous allez voir, ça va marcher. Qu'est-ce que vous voulez? Tant que vous êtes dirigé par des couillons à ce point-là, ça peut pas marcher. Le DPE, j'en ai parlé dès qu'on a fait cette loi. J'ai dit exactement ce qui allait se passer et c'est exactement ce qui se passe. Donc là aussi, tout économiste avec juste une tête, il n'y a même pas besoin qu'elle soit pleine, une tête était capable de vous le dire. Donc c'est relativement simple. Réguler les locations Airbnb, bah c'est pas parce que vous régulez les locations Airbnb que les gens vont se faire du longue durée. Ils ont quitté le long durée parce que vous les avez dégoûtés du longue durée. Ils n'ont pas quitté leur longue durée pour le plaisir. Il faut bien se rendre compte de ça. Vous louez pas votre appartement sur Airbnb plutôt qu'en longue durée uniquement parce que vous aimez changer les draps tous les 2 jours. C'est pas... c'est pas parce que vous aimez aller faire le ménage chez vous. C'est pas... c'est pas parce que bah, voilà, vous voyez, c'est pas ces plaisirs-là qui vous amènent à louer Airbnb. Ce qui vous fait préférer Airbnb à la longue durée, c'est que il y a moins de risques avec des locataires qui ne payent pas, et ça, c'est surprotéger les locataires au détriment des propriétaires. Donc, il y a moins de risques de locataires qui ne payent pas, d'abord. Et ensuite, bah, vous êtes moins, on vous casse pas les pieds avec tout ce que met en place, ce que mettent en place les mairies. Vous n'êtes pas concerné par le plafonnement des loyers, vous n'êtes pas vous avez pas je crois qu'il n'y a même pas de question de DPE. Je ne suis pas sûr de ça, donc je ne sais pas. Mais voilà, vous êtes pas surfiscalisé comme c'est sur la location de longue durée. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui ont fait partir les gens de la longue durée pour aller vers le Airbnb. Et c'est pas le plaisir de changer les draps et de faire des lessives tous les 2 jours. C'est voilà, ce genre de plaisir masochiste, personne ne l'a. Donc voilà. Donc, l'étape numéro 1, c'était de bien dégoûter tout le monde de la location. Ça, je crois que c'est bien réussi. C'est une des grandes victoires à mettre au crédit d'Emmanuel Macron et, et de la mairie de Paris ou des différentes mairies qui ont fait ce genre de truc de guignol. Ils ont bien dégoûté les propriétaires de faire de la location. Donc, c'est une réussite. Et du coup, bah, ils constatent que suite à l'étape 1, les propriétaires ne veulent plus louer leur logement. Oh, quelle surprise! Mais alors, ils sont pas tous masochistes, les propriétaires? Oh, mais quelle surprise! Ils veulent plus louer leur logement. C'est curieux, quoi. Donc, du coup, on propose de taxer les logements vacants pour forcer les propriétaires à subir l'étape 1. C'est-à-dire, au lieu de se dire, bon, c'est une on a fait que des grosses cochonneries. Et ah bah oui, excusez-moi, il y a la ligne qui passe là. Juste pour dire, effectivement, il y a 15% en ce moment sur toute la boutique. Donc profitez-en. Le lien est dans la description ou chaîne YouTube, onglet boutique. Mais je vous en parle en fin de vidéo, on va pas. Mais j'en profite là, comme il y a le texte qui passe. Voilà. Alors, euh, n'importe qui d'intelligent se dirait bon, allez, on est allé trop loin. On a fait des couillonneries. On va desserrer les taux. Par exemple, le DPE, on va l'éloigner un peu et pour histoire que les gens puissent tout de suite avoir un logement. Et puis on va s'arranger pour l'enterrer discrètement. Voilà. Encadrer les loyers, on va arrêter ça, c'est absurde. Tout le monde a essayé, tout le monde a échoué. On va peut-être pas, on va arrêter ce genre de choses. Et puis voilà. Et puis on va faire en sorte que le locataire soit pas tout puissant par rapport au propriétaire. Bref, on va rendre de la liberté au marché. Surtout qu'on a l'exemple de Milei qui montre que, enfin, qui a sauvé sa capitale grâce à ça en 2 mois. Donc, c'est assez faisable. Vous savez qu'on n'arrivait pas à louer dans la capitale de l'Argentine. C'était très difficile de louer. Et en plus, les loyers étaient très élevés. Et alors qu'il y avait l'encadrement des loyers, il y avait toutes les bonnes mesures socialistes qu'on avait pu mettre. Mais Milei a dit, bah, terminé. En fait, la location, c'est un contrat passé entre un propriétaire et un locataire. Point. Vous passez le contrat comme vous voulez, quand vous voulez. Ça regarde pas l'État, c'est juste. Par contre, on veut un contrat. Voilà, c'est tout. Et du coup, bah, hop, plein de propriétaires se sont dit bon, bah, c'est cool, on va louer. Donc, augmentation énorme du nombre de logements. Je crois que c'est plus de 180% en nombre de logements à louer.
en 2 ou 3 mois et première conséquence, baisse des loyers. Voilà, les locataires trouvaient des logements. Comme il y avait de moins en moins comme il y avait de plus en plus de gens qui mettaient des logements en location, bah, les loyers ont baissé et il a réglé le problème tout simplement en retirant l'État de l'équation. Bon, là, évidemment, on est en France, donc on ne veut pas retirer l'État de l'équation. Donc, on va taxer les logements vacants. Voilà, la France dans toute sa splendeur. Et certains se demandent encore pourquoi je ne compte pas investir un seul centime dans l'immobilier locatif classique. Mais là, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que, à mon avis, mais je vous le dis depuis longtemps, investir dans l'immobilier en France, c'est du masochisme, quoi. C'est du masochisme parce que vous allez payer, faut être clair, vous allez payer. Quel est le bien qui ne peut pas quitter la France? Vous êtes, vous possédez des actions, par exemple, bah, les actions, elles quittent la France, quoi. Elles s'en vont, et hop, c'est réglé, quoi. Hop. Je suis actionnaire, bah, je décide de vendre mes actions françaises, j'achète des actions américaines, ou à la limite, je décide d'acheter des actions françaises, mais à l'étranger. Je fais comme je veux. Vous voyez, c'est très fluide, ça bouge beaucoup. Donc c'est difficile à taxer, c'est très difficile à taxer. En plus, il y a une concurrence mondiale. Mais un appartement à Paris, si je taxe l'appartement à Paris, l'appartement, il va pas partir au Luxembourg, hein. Il va rester à Paris. Donc le propriétaire, peu importe qui c'est, il paiera. Donc pour moi, je suis totalement, enfin, je suis allergique à l'investissement immobilier en France parce qu'on a un État qui va absolument, qui est aux abois, qui a besoin de fric et qui a toujours besoin de fric parce que vous avez bien vu qu'il a aucune envie de se réformer. D'ailleurs, on constate là, quoi, qu'il y a vraiment aucune envie de se réformer. Il y a juste une envie de piquer plus de fric. Voilà, c'est tout ce qu'il cherche. Donc, il crée une nouvelle taxe. Il va surtout pas se remettre en cause. Ça lui ferait mal aux gencives. Alors, oui, juste une chose. Pourquoi les gens ne louent pas, notamment à Paris, et ont des logements vides? Parce qu'en fait, quand vous louez à Paris, vous ne gagnez pas d'argent. La rentabilité de la location à Paris, elle est négative. C'est-à-dire que vous perdez de l'argent, vous n'en gagnez pas. En tout cas, si vous n'en perdez pas, vous n'en gagnez pas. Voilà, c'est la rentabilité à zéro. Les gens louent à Paris uniquement parce que, en fait, ils achètent. Les gens achetaient pour louer à Paris uniquement parce que ça leur permettait, ils pensaient faire une plus-value sur l'immobilier. Donc en fait, l'idée, c'était j'achète 100 mètres carrés à Paris, je le loue, je sais que, bon, bah voilà, je ne gagnerai pas d'argent sur la location à cause de différentes taxes, à cause des différents problèmes. Puis il faut les intérêts que je paye à ma banque, etc. Donc je ne gagnerai pas d'argent sur la location. Par contre, la valeur des biens augmente beaucoup en euros. Elle baisse en or, mais elle augmente beaucoup en euros. Et du coup, je vais faire une petite plus-value grâce à ça. Et au bout d'un moment, on les a tellement dégoûtés de louer qu'ils se disent bon bah finalement de toute manière ça me rapporte rien de louer, c'est pas intéressant. Donc je vais juste me concentrer sur la plus-value du logement et le logement bah, je le revendrai au bout de 5, 10 ans en ayant fait une plus-value sur la vente. Pourquoi pas? Moi je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'encore une fois, l'État peut taxer, vous voyez, par exemple, et c'est pas une illusion de ma part, vous voyez, par exemple, il a surtaxé les frais de notaire. Enfin, en tout cas, on est dans cette voie-là, de faire une surtaxation des frais de notaire, qui fait que sur l'achat-vente, ça va coûter 2 fois plus cher à peu près. On a aussi euh, les taxes foncières qui ont lourdement augmenté. Enfin, je pense que vraiment l'immobilier, c'est un mauvais calcul important. Mais vous pouvez me dire le contraire dans les commentaires, hein, je suis pas contre. Dites-moi le contraire dans les commentaires et me donnez pas d'exemple sur j'ai acheté à 40 ans. Ça n'a rien à voir. Moi aussi, mon père a un appartement à Paris, il le loue, ça lui rapporte de l'argent parce qu'il a rien à rembourser, parce que c'est mon grand-père qui l'a acheté. Mais, il faut pas, voilà, il faut prendre des exemples récents pour savoir si ça vaut le coup d'acheter et de louer des trucs. Et franchement, j'ai de moins en moins l'impression. Alors, je vais vous montrer parce que
Il y a un syndrome de Stockholm qui se fait maintenant chez les journalistes. Ils constatent, là c'est sur BFM, ils constatent bien le problème, mais, ah oui, la taxe quand même, la taxe c'est bon, la taxe c'est bon, la taxe c'est bon. Vous allez voir, c'est merveilleux. Ce matin, question sur les logements vacants. Faut-il les taxer davantage en pleine crise du marché locatif? Un amendement a été adopté dans le cadre du volet recettes du projet de loi de finances pour l'année prochaine. Il est voté normalement aujourd'hui. S'il est conservé par le gouvernement en l'état, il permettrait aux communes de taxer plus fortement les logements inoccupés. Oui, alors souvent on voit des chiffres qui ne sont pas forcément les bons sur le logement vacant et c'est quand même un vrai fléau en France. Donc je voulais rappeler quelques chiffres au démarrage de cette chronique. On a plus de 3 millions 100 logements dits vacants selon l'INSEE en France. Alors attention, qu'est-ce qu'on met dans ces 3 millions de logements vacants? On a un tiers de vacances frictionnelles. C'est quoi la vacance frictionnelle? Je vous ai perdu, mais vous allez vite me retrouver. C'est, vous savez, entre deux locataires. Mon logement est vide, mais parce que j'ai pas trouvé de locataire après le départ de mon précédent locataire. C'est un logement Ça, on peut rien y faire. Ça, c'est limite normal, quoi. qui est mis en vente et qui ne trouve pas d'acheteur. C'est ça qu'on appelle la vacance frictionnelle. Donc un tiers, 1 million environ, c'est cette vacance frictionnelle. On a un tiers de logements vacants qui sont vacants depuis moins de 2 ans, en gros. Et un autre tiers qui sont complètement vides depuis plus de 2 ans. C'est énorme et surtout dans des villes très tendues, c'est dramatique. Je vais prendre... Mais vous voyez, enfin moi, la question que je me poserais à la place de cette charmante dame qui fait l'immobilier sur BFM, mais aussi à la place des maires et à la place de l'État, je me dirais, en tout, ça fait 2 millions. Donc il y a 1 million, c'est vacances frictionnelles. Vacances frictionnelles, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est normal. Entre deux locataires, il se passe un petit moment, un moment pour trouver le locataire, et puis un moment aussi peut-être pour faire des travaux. Donc ça, on ne le changera pas, ce tiers-là, il est logique. Mais j'ai quand même du coup, enfin ce million-là, il est logique. Mais j'ai quand même du coup 2 millions de logements totalement vacants. Et ça a doublé depuis 2 ans. Puisque visiblement, les logements qui sont vacants depuis plus de 2 ans, eh ben, c'est 1 million. Et il y a de nouveau un autre million qui s'est mis depuis 6 à 24 mois. Donc depuis 6 mois à 12 ans. Un autre million. J'ai doublé le nombre de logements vacants en 2 ans. Moi, ce que je me dirais immédiatement, c'est je me dirais, mais qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? Qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans pour qu'on augmente comme ça, de manière aussi importante, le nombre de logements vacants? Et je vais résoudre mon problème en réglant les couillonneries ou en ajustant ce qui a été fait depuis 2 ans. C'est simple. Moi, ça me semble évident. Il n'y a pas un truc qu'on appelle DPE qui est arrivé il y a 2 ans? Il n'y a pas eu des augmentations de taxes foncières délirantes, notamment dans des villes comme Paris, il y a 2 ans, plus 60%, hein, il y a 2 ans? Il n'y a pas. Vous voyez, il faut regarder. Mais ces gens ne regardent pas, c'est-à-dire qu'ils ne se disent pas, mais comment ça se fait que 2 millions de personnes, de propriétaires, ne louent pas leur logement? Comment ça se fait que 2 millions de propriétaires ne louent pas leur logement? Et comment ça se fait que j'ai doublé ce nombre depuis 2 ans? C'est ça que je me poserais. C'est ça la question intelligente que devrait se poser quelqu'un de rationnel. Qu'est-ce qui se passe? Surtout pas. Surtout pas. Prendre l'exemple de Paris, et je ne veux pas faire du parisianisme, mais c'est quand même le plus frappant. À Paris, on a environ un peu moins de 270 000 logements dits sous-occupés. Donc qui sont soit des résidences secondaires, soit des logements complètement vides. Et en parallèle, pour vous donner la proportion de ce que ça représente, on n'a que 350 000 logements loués dans le parc locatif privé. À la mairie de Paris, on nous dit que si on ne fait rien, d'ici 2, 3, 4 ans, on aura plus de logements sous-occupés que de logements loués dans le parc locatif privé. C'est dire le drame. Mais oui, mais faites ce qu'il faut! Mais faites ce qu'il faut! Mais vous voyez les trucs! Vous voyez les trucs! Vous voyez que ça s'aggrave et vous refusez de revenir sur vos couillonneries! Mais c'est incroyable d'en être là! La mairie de Paris nous dit qu'il va y avoir plus de logements sous-occupés que de logements alloués à Paris dans 2-3 ans. Et au lieu de se remettre en cause, de dire, mais en fait, c'est nous qui avons fait des conneries. On a fait des conneries, on taxe trop, on réglemente trop, on a mis trop de cadres. Finalement, on n'est peut-être pas différent de Stockholm, de l'Irlande, de l'Argentine d'avant Milei, ou même de Paris entre 1914 et 1948. Peut-être
qu'en faisant les mêmes choses qu'eux, on est arrivé aux mêmes conneries. Non, il n'y en a pas un qui se pose la question. Pas un. Pas un. Parce que ces gens-là ont l'impression d'avoir toujours raison, d'avoir la science infuse. Mais c'est incroyable, incroyable. dans Ok. cette crise du logement. L'amendement, il pourrait changer quoi? Alors, il pourrait changer quelque chose de vraiment stratégique pour les très grandes villes. Les très grandes villes, aujourd'hui, elles doivent même appliquer une taxe sur les logements vacants. Mais attention, cette taxe, elle a des taux qui sont fixés par l'État et dont les recettes vont à l'État. Donc elles n'ont pas la main sur cette taxe sur les logements vacants. L'amendement qui a été voté dans le cadre du projet de loi de finances, il va permettre aux grandes villes de déterminer le niveau de cette taxe sur les logements vacants et d'en encaisser les recettes. Alors financièrement, il y a un petit avantage. On parle Mais vous vous rendez compte que cette taxe existe déjà. C'est-à-dire que les mecs, ils taxent déjà les logements vacants, hein, ils les taxent déjà. Ils ont des propriétaires qui disent non mais on s'en fout, on s'en fout. On préfère payer la taxe, on préfère payer la taxe que de louer. Vous êtes tellement enquiquinant, vous avez passé des lois tellement débiles que l'on préfère payer la taxe que de louer. Et encore une fois, au lieu de revenir sur les décisions stupides qu'ils ont prises, ils disent on va augmenter la taxe. Mais vous êtes des grands malades en fait. Vous êtes des grands malades. de 2 à 300 millions d'euros qui pourraient être transférés de l'État aux communes. Mais en réalité, ce que m'expliquait l'adjoint au maire de Paris en charge du logement, c'est que l'enjeu, c'est qu'il y ait zéro recette. C'est d'inciter les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché. Et puis surtout, ça pourrait éviter quelque chose de très intéressant, des abus de la part des propriétaires. Pourquoi? Il y a certaines grandes villes de France où la taxe sur les logements vacants, elle est plus faible que la taxe sur les résidences secondaires. C'est quand même assez drôle. Ce qui fait qu'ils font quoi, ces propriétaires-là? Leur résidence secondaire, ils la déclarent en logement vacant. Comme ça, ils paient moins d'impôts. Donc si on redonne la main aux communes pour fixer eux-mêmes finalement le niveau de cette taxe sur les logements vacants et de leur fiscalité. Et si on arrêtait de taxer les gens, mais cette femme est victime d'un syndrome de Stockholm. C'est elle devient maso-fiscaliste. Il faut fouettez-moi mes bons maîtres, mettez-moi encore des taxes en plus. Enfin, c'est vraiment incroyable. Ils pourront agir en conséquence en fonction de l'état du marché. Bon, est-ce qu'on peut échapper à une taxe sur les logements vacants? Alors oui, vous avez des... Alors, pas cette stratégie dont je vous ai parlé, surtout ne faites pas ça parce que c'est purement illégal. Hein, et puis si vous avez un contrôle fiscal, ça fait très très mal. Mais en revanche, vous avez des cas où vous pouvez ne pas payer cette taxe sur le logement vacant. D'abord, si la vacance, elle n'est pas de votre fait. Par exemple, si vous ne trouvez pas de locataire. Vous ne trouvez pas de locataire. Vous n'arrivez pas à vendre votre bien immobilier, par exemple. Si votre bien immobilier, il nécessite beaucoup trop de travaux. Mais attention, hein, on parle d'au moins 25% du prix du bien qu'il faudrait dépenser en travaux. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vous permettre d'échapper à cette taxe sur les logements vacants. Sur la taxe sur les résidences secondaires, je voulais en parler. Il y a moyen aussi d'y échapper à cette taxe sur les résidences secondaires. D'abord, si c'est votre enfant qui occupe ce bien, finalement, il devient une résidence principale et donc vous n'avez pas cette taxe sur la résidence secondaire. Autre élément intéressant, vous savez que dans les grandes villes de France, en plus de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, vous pouvez appliquer une surtaxe. Vous maximisez jusqu'à 60%. Eh bien, si votre résidence secondaire, elle est destinée pour un outil de travail, vous avez besoin de travailler dans une grande ville, vous vivez en province et vous devez aller à Paris 2-3 jours par semaine, vous avez la taxe, certes, mais pas la surtaxe. Donc c'est un moyen d'alléger un tout petit peu votre fiscalité. Marie, à quel moment ces taxes pourraient remettre en cause le droit de propriété? Des taxes, des surtaxes, des machins, mais ces gens sont fous en fait. Ces gens sont complètement dingues. C'est tout le sujet. Alors moi, du coup, je voulais vous lire parce que je la trouve belle, cette déclaration des droits de l'homme, 1789. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. À quel moment peut-on vous obliger à louer un bien immobilier ou à le vendre tout simplement? Eh bien, sans doute quand l'intérêt général est en question, et c'est a priori là-dessus qu'on va. Maintenant, j'ai appelé un avocat fiscaliste pour lui demander s'il y avait un sujet d'ordre constitutionnel, du coup. Je rappelle, jeune femme, ce que tu viens de nous lire, vous voyez, ça n'a rien à voir avec une surtaxe. Parce que dans ce qui est dit, c'est juste et préalable indemnité. C'est-à-dire que dans la Déclaration des droits de l'homme, on dit oui, on pourrait, à la limite, on pourrait t'obliger à louer ton bien, mais l'État devrait te payer pour ça, il devrait te donner une indemnité. Juste et préalable indemnité. Pas te taxer.
pas te taxer. En question, et c'est a priori là-dessus qu'on va. Maintenant, j'ai appelé un avocat fiscaliste pour lui demander s'il y avait un sujet d'ordre constitutionnel, du coup, et il m'a dit sans doute en amont, voire en aval, au cas par cas, quand il y aura un propriétaire qui s'estimera lésé. Il me dit, est-ce qu'on pourrait fixer, par exemple, c'est un poids global de la fiscalité locale. Si, par exemple, annuellement, votre fiscalité locale équivaut à plus de 6 mois de loyer que vous auriez dû percevoir si le bien était sur le marché, on peut considérer que c'est une remise en cause de votre droit de propriété. Mais c'est un vrai sujet philosophique, hein, le droit de propriété versus l'intérêt général. Oui. Oui, Merci alors beaucoup. les pays où on est allé sur pas de droit de propriété et intérêt général, jeune femme, c'est les pays qui ont fini avec un dictateur, hein, voilà. Parce que l'intérêt général, ça devient vite l'intérêt du politicien. Faut être clair là-dessus. Et dans ces pays-là, le politicien, il devient vite dictateur. Donc voilà, il n'y a pas de... Voilà, le droit de propriété est inaliénable. Et les pays qui ont le droit de propriété le plus solide sont ceux qui progressent le plus. Voilà, regarde autour de toi, regarde les pays voisins, regarde. Tu verras que les pays où il y a le droit de propriété est le plus solide sont ceux qui progressent le plus. Et inversement, je te conseille de regarder tous les pays où le droit de propriété est plutôt brinque-ballant, voire nul, type beaucoup de pays d'Amérique du Sud, type l'Afrique, bah, tu verras que c'est pas les pays qui se développent à fond, quoi. Donc voilà, le droit de propriété, c'est absolument nécessaire si vous voulez avoir un pays qui fonctionne bien. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour dire que on est dans un monde de fous, en fait, où on a un État qui constate que les mesures qu'il a prises sont catastrophiques, nous envoie directement dans le mur, mais plutôt que de revenir sur ces mesures catastrophiques, eh bien, il préfère en prendre des encore plus catastrophiques. Il constate que le DPE, que les taxes, que les surtaxes, que le contrôle des loyers, c'est une catastrophe, mais il se dit que taxer encore plus serait peut-être la solution. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous comprenez les gens qui sont en logement vacant ou est-ce que vous trouvez qu'on devrait réquisitionner les logements vacants? Dites-le moi dans les commentaires. Et donc, sur la boutique actuellement, il y a moins 15%, moins 15% sur l'ensemble des produits de la boutique. Donc, c'est très simple. Les produits de la boutique, le lien est dans la description et sinon, chaîne YouTube, onglet boutique. Vous allez trouver des polos comme celui-ci. Ça, c'est mon nouveau logo. En France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. Comme quoi, vous voyez, c'est un, c'est un polo, un slogan qui a de l'avenir. Vous avez des mugs comme celui-ci. C'est le même. Hein. En France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. Vous avez d'autres, vous avez des dessous de mugs comme celui-ci. Je ne m'énerve pas, je m'exprime. Et un beau dessous de verre. Vous avez des stickers, vous avez des magnets, vous avez des sweats, vous avez des pulls, vous avez des casquettes, vous avez des bobs, vous avez des t-shirts, en fait des vêtements pour hommes, femmes, enfants et même bébés. Vous avez vous avez donc des mugs, vous avez des tasses, vous avez des gourdes avec paille, vous avez des thermos, vous avez des sacs de sport, des sacs normaux, des sacs pour aller faire les courses. Vous avez même des tabliers de cuisiniers. Vous avez 90 produits différents et 6 logos différents et en plus des produits dont je suis hyper fier. Donc n'hésitez pas à les voir. Vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous plaît et je vous le répète, il y a moins 15% de réduction jusqu'au 24 novembre de cette année. Donc 15% de réduction jusqu'au 24 novembre de cette année. Profitez-en. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.